Monsieur Charles Blé Goudé, soyons concrets. Comment vous pouvez croire en vos chances quand l'opposition semble ne même pas être unie actuellement? Parce que jusque-là, ceux qui ont été retenus attendent certainement que ceux qui n'ont pas été retenus puissent lancer des appels en leur faveur, ce qui n'est toujours pas fait. Mais quand on essaie plus ou moins de regarder un peu dans le microcosme politique, surtout sur la toile, on se rend compte qu'au lieu plutôt d'aller en rang serré, les partisans des différents leaders sont à couteau tiré, notamment ceux qui sont des candidats qui n'ont pas été retenus et ceux-là qui sont des candidats retenus. Est-ce qu'avec un tel environnement, ce que vous dites là est crédible? Monsieur Élysée, je vais vous décevoir. Sans toutefois négliger le poids de la toile, les élections ne se passent pas sur la toile. Pourquoi vous mentionnez le point de la toile? Non, il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Sur les réseaux. C'est lui qui le dit. Il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Je le prends au mot. C'est ça. Les élections ne se passent pas sur la toile, c'est dans les urnes. Je prends juste un exemple et je vais encore revenir sur le Sénégal. Les dernières élections au Sénégal, c'est seulement le parti au pouvoir qui avait un seul candidat. L'opposition en avait 16. Ce n'est pas le parti au pouvoir on confond beaucoup de choses ici. Et quand l'opposition n'est pas unie, elle ne peut pas gagner les élections. Moi, je veux bien que l'opposition s'unisse et on va y travailler. Je ne le rejette pas. Moi-même, j'ai appelé ce matin au rassemblement. Et il ne suffit pas d'appeler au rassemblement, il faut y travailler. Et je vais y travailler. On sort d'une longue crise. Et la crise nous a dispersés tous. Chacun était impacté par l'environnement dans lequel il a atterri. Nous sommes revenus. Chacun pense pouvoir avancer sans l'autre. Mais moi, je dis ce matin, l'heure n'est plus aux polémiques, l'heure n'est plus aux accusations mutuelles. Il faut aller au rassemblement pour qu'on puisse gagner. Nous avons une partie des nôtres dont les candidatures ont été rejetées. Et il y en a d'autres dont les candidatures ont été retenues. Ceux dont les candidatures ont été rejetées, ce matin, je l'ai bien dit, je ne peux pas me réjouir de ce que ces candidatures ont été rejetées. Moi-même, ma candidature et son dossier n'ont même pas pu traverser la porte de la CPI. Ma candidature a trouvé la CEI. Ma candidature a trouvé une sépulture devant la CEI. Voilà, elle n'est même pas arrivée. Elle est morte avant le temps. Mais elle est bien morte avant le temps. J'ai fait une requête devant la commission locale à Dibéroua, c'est là que je suis inscrit. Ensuite, je suis allé à la CEI nationale, mes requêtes ont été rejetées. Je suis allé ensuite devant les tribunaux de Gagnois, parce que c'est de ce département-là que je suis. Ma requête n'a pas été entendue. J'attendais une décision politique qui n'est pas venue. Je suis réaliste. À côté de moi, il y a Simone Gbagbo qui est candidate. Elle est de l'opposition. Il y a le ministre Domelo qui est candidat. Je le connais. Il y a Jean-Luc Buyon qui est candidat. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui viennent de Jupiter. On les connaît, on connaît leur vécu, on connaît leur expérience. Certains estiment qu'ils n'ont pas de poids vis-à-vis d'autres candidats de la AGP. Qui a la machine qui pèse? Qui a les indicateurs pour qu'on dise celui-là il pèse ou celui-là il ne pèse pas? Vous voyez, ça, cette manière de rabaisser les autres, ce n'est pas bien. Mais bon, ça fait partie du jeu politique. Très bien. Nous allons nous battre pour qu'on puisse créer l'union autour de ceux qui veulent bien. Et puis on va battre campagne. Herman? Monsieur Charles Blé Goudé, vous parlez d'inviter un appel au rassemblement. On l'a vu un peu dans votre intervention ce matin, de toute opposition. Est-ce que vous, dans cette opposition dont vous parlez, vous considérez le GPS de Guillaume Soro comme une opposition? Je ne veux pas analyser la question sous le prisme d'appareils politiques. Nous avons aujourd'hui des personnalités de l'opposition dont les candidatures ont été retenues. Nous les connaissons très bien. Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur vécu politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur capital politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur expérience politique? Est-ce que ces personnes ont le coffre nécessaire? Au-delà de nos petites querelles, interrogeons l'histoire de Simone Gbagbo. Je vous regarde, vous, droit dans les yeux. Vous connaissez Simone Gbagbo? Qui peut dire que cette dame n'est pas en capacité de décider pour la Côte d'Ivoire? Une dame qui est capable du pardon. Une dame qui est capable de reconnaître ce que son adversaire a fait. C'est déjà là la hauteur d'esprit d'un leader. Depuis 1990, elle est dans le marigot politique ivoirien. Don Melo, tout le monde le connaît. Jean-Luc Buyon, tout le monde le connaît. Je veux dire, si on met de côté nos égos et qu'on met en face de nous les capacités des uns des autres, il n'y a pas matière à discuter. Maintenant, est-ce que le GPS est un parti politique ou pas? Ce n'est pas à moi de le décider. Monsieur Charles Blé Goudé, vous disiez, et je vous cite, toute autre voie que celle des urnes serait un saut dans l'inconnu. Au cours de votre point de presse, vous l'avez annoncé. À qui faites-vous allusion? Est-ce qu'il y a des politiques tapis dans l'ombre
qui envisageraient naturellement emprunter d'autres voies que la voie des urnes pour être éligible à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Vous dites à qui je fais allusion, alors que la phrase que vous avez citée est une phrase impersonnelle qui dit toute autre voie. Mais donc on est dans la chose. Vous n'êtes pas n'importe qui. On est dans la le marigot politique ivoirien. J'arrive. Je dis donc, toute autre voie est un saut dans l'inconnu. On est d'accord? Je n'ai pas dit toute autre personnalité politique. Donc vous aurez dû me dire à quoi faites-vous allusion et non à qui faites-vous allusion. Bon, très bien. À quoi faites-vous allusion? Voilà. Alors, et j'ai continué le texte. Je dis au regard de l'histoire récente de notre pays. L'histoire récente de notre pays, c'est que pour des élections, les Ivoiriens se sont entretués ici. On parle de 3000 morts. De jeunes gens aujourd'hui ont fait beaucoup d'années en exil au Ghana. Au moment où je parle avec vous, il y a des Ivoiriens qu'on ne sait même pas s'ils sont Ghanéens ou Ivoiriens parce qu'ils sont nés au Ghana. Il y en a dont les mamans étaient enceintes au moment où elles fuyaient la Côte d'Ivoire. Ce type d'Ivoiriens, on en fait quoi? C'est toutes ces conséquences-là que je parle. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui sont des sous-couverts parce qu'ils ont tout perdu. Est-ce que nous allons recommencer ces erreurs? C'est de cette voie sans issue que je parle. C'est pourquoi je dis, on est tous d'accord qu'il faut des réformes, mais pour que ces réformes-là puissent être opérées, nous qui réclamons ces réformes, mettons-nous en capacité de décider. Et la seule manière de nous mettre en capacité de décider, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et de ma culture politique, il y a une seule voie pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. C'est les urnes. C'est long, c'est lent, ça peut paraître agaçant parce qu'on veut vite aller, mais au moins ça a un avantage. Ça protège la vie des Ivoiriens et aucune goutte de sang d'un Ivoirien ne doit couler encore pour un fauteuil présidentiel. Je suis engagé pour cela et j'irai jusqu'au bout dans cette voie. Relance Marius, on passe à Daouda. À dire vrai, Charles Blé Goudé fait partie des hommes politiques qui ont déjà vu le lion, pour ne pas dire ont eu à faire face au lion, eu égard aux événements tragiques qu'a connu la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, avec assez de recul et après des années passées hors du pays, là où toute la Côte d'Ivoire le sait, quelle est véritablement votre vision d'une nation comme la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même? Merci Marius. Vous savez, j'ai fait 11 ans hors de ce pays. Exactement. D'abord en exil, seul. Seul parce que moi je ne pouvais pas fréquenter les autres. Il y avait les réfugiés, il y avait une cas des réfugiés qui se fréquentaient entre eux. Et puis moi, j'étais en clandestinité. Parce que j'avais un mandat d'arrêt de l'ONU contre moi. J'avais un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre moi. J'avais un mandat d'arrêt international du gouvernement de Côte d'Ivoire contre moi. C'est ce monsieur-là qui est devant vous aujourd'hui. Et quand on est seul, il y a deux voies. Soit vous vous lamentez sur votre sort, soit vous vous construisez, parce que ce ne sont pas toutes les douleurs qui détruisent. Il y en a qui construisent. Et moi, mon isolement m'a construit. Après donc l'étape de l'exil, je suis arrêté, conduit à la DST où j'ai fait 14 mois dans une cellule seule. J'ai eu 14 mois de réflexion. Ensuite, j'ai vais à la Cour pénale internationale où j'ai fait 8 ans. 8 ans, pour moi, c'est 8 ans de lecture, 8 ans de bilan. Parce que pour paraphraser Nelson Mandela, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu de bilan et de perspective, mais surtout un lieu de remise en cause. Je vais donc chercher les racines de mon raisonnement dans ce que d'autres pays ont déjà connu. Les grandes nations qui ont embrassé le développement sont ces nations qui ont tiré les leçons de leur histoire, mais toutes les leçons. Je veux parler de l'Allemagne, jugée, condamnée à Nuremberg sur son propre sol. Aucune voix au Conseil de sécurité. L'Allemagne n'a pas de droit de veto. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est le poumon de l'économie de l'Union européenne. À partir de là, je dis, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de ce que nous avons vécu? Ce que je tire, moi, comme leçon, c'est que nous ne sommes pas obligés de commencer les mêmes erreurs. Nous voulons un changement, il faut aller aux urnes. Surtout que tout le monde, je dis bien tout le monde, la plupart des leaders sont allés déposer leur candidature à la CEI. Si le Conseil constitutionnel l'avait accepté, ils auraient fait quoi? Au moment où je vous parle, ils auraient dit non. Jubilé. Non, comme vous avez accepté. Alors, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. On ne fait rien d'autre que ça. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher des poux sur la tête des chauves comme nous. Il faut qu'on aille aux élections. Vous avez dit que vous ne vous associerez jamais avec Guillaume Soro, président de l'ex-GPS, parti dissous en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est dans la continuité de cette non-association avec l'ex-GPS
que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont soumis leur candidature et leur dossier au Conseil constitutionnel. Il y en a qui ont été rejetés, dont je comprends la douleur, et il y en a qui ont été retenus et qui peuvent être proches de nous dans l'opposition. Comment faire pour les amener à la victoire? M. Daouda, telle est aujourd'hui ma préoccupation. Merci. Quand vous dites cela comme ça, je vois que vous n'avez pas envie de répondre concrètement. Non, mais posez-moi une question précise sur le GPS, je vous réponds. Non, il n'y a aucun problème. Non, mais répondez-moi. On va y arriver. Sinon, je suis très sincère dans ce que je dis. Je dis que moi, je ne vais pas m'asseoir avec le GPS pour qu'on puisse faire une... Mais pourquoi d'ailleurs? C'est les raisons, en fait. Pourquoi? Justement, en vérité, ce que ce Guillaume Vergès, je les ai évoqués n'ai pas compris déjà. réellement. C'est dans l'interview avec Guillaume Vergès. À moins que vous vouliez qu'on reprenne l'interview ici. Non, pas forcément, mais moi, je n'ai pas bien compris. En fait. Vous avez fait mention d'une interview, et ceux qui n'auraient pas suivi, ce serait bon de faire des rappels. Donc, les raisons évoquées. Bien, mais comme vous insistez... J'insiste vraiment. Ok. D'abord, premièrement, je dis, tout le monde peut faire une erreur. Et on doit avoir droit à ce qu'on appelle la seconde chance. Ainsi donc, le gouvernement d'antan discute avec la rébellion. Guillaume Soro est nommé Premier ministre. C'est vrai ou c'est faux? Si. Nous nous sommes tous levés ici, on nous a invités à ce qu'on appelle la flamme de la paix, à Bouaké. Oui. Alors, où nous sommes arrivés au stade de Bouaké et les fusils ont été brûlés. Alors pour cette génération qui n'ont pas peut-être connu cette époque, on était en quelle année déjà? Nous étions en 2007. 2007, très bien. Précisément en juillet 2007. Très bien. Juillet 2007. Les fusils sont donc incinérés, brûlés. Ça veut dire que tout le monde est fini, on a crié. La paix est revenue. Moi-même, j'ai organisé des artistes musiciens qui ont même fait sortir une chanson. Alors, les fusils sont brûlés. Devant les ambassadeurs, devant des chefs d'État qui sont venus, devant toutes les caméras du monde, les fusils qui ont tourné en 2011, là, c'est quitté où? Je vous demande. Alors, donc vous voyez qu'on a trompé tout le monde. C'est-à-dire? Ils ont trompé tout le monde. Ils n'avaient pas brûlé des fusils. Guillaume Soro a trompé tout le monde. Sinon, ils n'auraient pas de fusils. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Premier ministre dit qu'il était un homme neutre, qui organise des élections dans lesquelles il n'a aucun intérêt. Mais dans sa colère contre le président Ouattara, il nous dit qu'il était en deal avec le président Ouattara. Et lui devait tout faire pour que le président Ouattara soit président. Et puis lui, en retour, après il devient le successeur du président Ouattara. Si. Alors où est passé le Premier ministre neutre qu'on nous avait promis? Ça veut dire qu'au moment où nous on croyait avoir affaire à quelqu'un de neutre, lui faisait cette deal dans notre dos. Résultat, plusieurs morts parce que lui devait venir. Voilà un peu ce que je considère. À partir de là, moi je me méfie. Et j'ai le droit de me méfier, oui ou non?